est macroéconomiste hétérodoxe du développement, professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, chercheur associé au Centre tricontinental, évaluateur certifié des politiques publiques, écrivain et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire démocratique, institution et subjectivité au sein de l'Université catholique de Louvain, le professeur Thierry Amougou parle de l'industrialisation au Cameroun. Les politiques économiques sont pensées pour le bien-être des populations. Comment faire pour que le panier des ménages au Cameroun reflète les chiffres de la croissance économique? Bien. Concernant la croissance économique et le panier de la ménagère, il faut déjà dire aux gens que lorsqu'on parle de croissance, on parle de quoi? Lorsqu'on parle de croissance, on parle de l'augmentation en longue période d'un indicateur de dimension. C'est-à-dire ça peut être l'inflation, ça peut être l'investissement, ça peut être la consommation. Et pour la croissance, généralement, on parle du PIB. Et le PIB dans un pays, c'est la somme des valeurs ajoutées. C'est-à-dire, si vous êtes dans une économie camerounaise avec N secteurs qui produisent des choses, chaque secteur, chaque année, dégage un surplus qu'on appelle la valeur ajoutée. Petit exemple, si je suis un menuisier et moi j'achète du bois chez quelqu'un qui est forestier, lorsqu'il abat ce bois, je l'achète à 1000 francs. Je fabrique mes meubles et je les vends à 1500. Ça veut dire que j'ai ajouté 500 à la valeur du bois. Ça veut dire que si j'étais un secteur, ma valeur ajoutée, c'est-à-dire ma contribution à l'économie camerounaise, serait de 500. Le bois coûte 1000 francs au départ. Comme j'ai ajouté de la valeur en en faisant du mobilier, le mobilier coûte désormais 1500. Donc, lorsqu'on parle donc de la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût de production. Voilà. C'est-à-dire le chiffre d'affaires, j'ai enlevé le coût de production, ce que je dégage devient donc la valeur ajoutée. Et on additionne donc toutes les valeurs ajoutées de tous les secteurs et on obtient la croissance. Et cette croissance-là, il faut le dire aux gens, ne s'occupe pas des problèmes de répartition. La croissance nous dit quoi? La croissance nous dit qu'un pays comme le Cameroun a produit 10 régimes de bananes en 2021. Point. Elle ne nous dit pas, est-ce que ce sont des régimes de bananes de bonne qualité? Elle ne nous dit pas, est-ce que tout le monde a eu une banane? Elle ne nous dit pas, est-ce que la méthode productive a pollué l'environnement? Elle ne nous dit pas, est-ce que justement ceux qui ont travaillé ont été mieux rémunérés? La croissance ne dit rien. Elle dit juste que le Cameroun a produit 10 régimes de bananes. Donc, on ne peut pas se baser sur l'indicateur de croissance pour parler des problèmes d'inégalité, des problèmes de pauvreté, des problèmes de répartition des revenus. Parce que la croissance est muette dessus. Elle est complètement muette. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Lorsqu'on a donc la croissance qui représente la richesse nationale, c'est donc l'État qui doit penser à ce qu'on appelle la politique de répartition, la politique fiscale. L'État répartit. S'il dit, nous sommes dans une économie capitaliste, on va dire, on va faire une répartition par le marché, c'est le marché qui va répartir, ce qui n'est pas notre cas. On doit mettre en place ce qu'on appelle en économie une répartition efficace. C'est-à-dire, c'est l'État camerounais qui identifie donc les ménages vulnérables, les individus vulnérables, les secteurs vulnérables, et conçoit donc une politique fiscale redistributive par rapport à ces objectifs. On veut résoudre la pauvreté dans tel secteur, ce qu'on a tiré de la croissance, on va mettre tel pourcentage de ce côté-là. On va mettre 15% aux régions. On va mettre tel pourcentage à tel endroit. Voilà. Donc la croissance en elle-même ne fait pas ce travail-là. C'est la politique publique de résorption des inégalités, de lutte contre le chômage, de soutien à certains secteurs, de soutien à certains acteurs qui doivent s'occuper de ce problème. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a toujours un déphasage entre les chiffres sur la croissance et la vie réelle des gens. Et ce qui est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que la croissance ne nous dit rien de la vie réelle des gens. Comme je vous le dis, elle nous dit, vous avez produit 10 régimes de bananes. C'est tout. Est-ce que chacun a eu un régime de bananes? Elle ne dit rien. Est-ce que les bananes sont de bonne qualité? Elle ne dit rien. Est-ce qu'on a réparti les bananes de façon équitable? Elle ne dit rien. Est-ce que même la technique utilisée a permis l'emploi ou alors a entraîné la pollution? Elle ne dit rien. Vous voyez? Donc à ce niveau-là, il faut sortir du fétichisme de la croissance.
Hein? Il faut aller vers ce que j'appellerais une croissance réelle. On doit aussi penser à ça. Une croissance réelle. Parce que dans nos pays, en général, pays africains, le Cameroun en particulier, la croissance est purement nominale. Nous avons des économies rentières. Le Cameroun produit du pétrole, il vend, l'argent entre. La Guinée équatoriale produit du pétrole, elle vend, l'argent entre. Ça veut dire que cette croissance-là n'est pas la traduction d'une production de richesses réelles. Vous voyez? C'est une matière première qu'on a vendue et qui a permis l'entrée de l'argent. Tout dépend donc de ce qu'on a fait de l'argent qui entre. C'est donc cet argent qui doit entraîner ce que j'appelle une croissance réelle. Construire des hôpitaux, construire des routes, construire des marchés où les gens vont vendre, permettre aux gens d'avoir accès à la sécurité sociale, construire des universités, construire des écoles. Ça devient donc la croissance réelle. Construire des logements sociaux. Là, l'argent est transformé en quelque chose de réel qui améliore la vie des gens. Mais la croissance en elle-même ne fait pas ce travail. Donc, derrière la croissance, on doit avoir une politique publique qui vise justement la satisfaction du bien-être de la population. Le Cameroun s'est doté des stades de haut standing international. Et l'on sait que le football professionnel est une grosse industrie. En France, le football pèse 8 millions d'euros et concentre l'équivalent de 35 000 à 40 000 emplois. Comment faire pour atteindre des chiffres similaires? Le dernier CHAN a effectivement démontré que le Cameroun avait des infrastructures qui ont été appréciées par de nombreux sportifs et de nombreuses délégations. Voilà, c'est une fierté que de voir que nous aussi, hein, on peut avoir de beaux stades, on peut avoir des aires de jeu, voilà, qui impressionnent les visiteurs. Une fois que j'ai dit cela, nos infrastructures doivent être rentabilisées. C'est le fond de votre question, comment y arriver, comment mettre en place une économie du sport capable aussi de participer à ce projet d'émergence du pays, au développement du pays. Je dirais que la première idée qui me vient en tête, pour profiter justement de cette expérience qu'on vient d'avoir, c'est faire une évaluation quand même externe et rigoureuse, pour qu'on puisse apprendre de ce que nous venons de faire. Combien ça nous a coûté, quels étaient les objectifs de départ, quel est ce qui n'a pas marché, ça nous a coûté combien au final. Pas automatiquement pour mettre les gens en prison. Bien sûr que s'il y a des gens fautifs, ils vont payer à la justice, mais pour d'abord apprendre l'expérience. Le pays doit apprendre l'expérience et savoir que si j'ai encore à me déployer dans de tels projets, je dois éviter telle chose et telle chose. L'évaluation sert à ça. C'est une réflexivité critique sur le pays lui-même qui regarde ce qu'il a réalisé et comment il aurait pu mieux le réaliser. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, concernant ces infrastructures doivent être rentabilisées. Un stade, et les stades que nous avons le montrent, il y a même des complexes, on parle du complexe de Lembe. Les stades doivent être rentabilisés comment? Parce qu'il y a toute une économie du sport, toute une économie de la culture, toute une économie sur l'événementiel qui doit impliquer ces stades. Si les gens veulent organiser des conférences internationales, il y a des salles de conférences dans ces stades. Ça doit être loué. Si les gens veulent organiser, je ne sais, des mariages, des concerts, du théâtre, ces stades-là peuvent être mis en contribution et bien sûr donc avoir des rentrées d'argent. Si les gens veulent organiser des congrès, si les gens veulent louer des hôtels lors des congrès, si les gens veulent inviter des équipes pour des tournois, ces stades-là peuvent être loués. Donc il faut toute une administration du stade qui s'occupe de cette économie du stade. Et le stade doit être lui-même une entreprise qui produit de l'argent. Et là, le Cameroun sera capable de rentrer dans ces fonds, et non seulement de rentrer dans ces fonds, mais de soutenir aussi son sport. Mais comment est-ce qu'il va soutenir son sport? Il lui faut, pour que notre sport puisse bénéficier de cette infrastructure, il nous faut une politique sportive claire. Quel est le projet sportif du Cameroun? Si on prend seulement l'exemple du football, comment est-ce qu'on forme les footballeurs depuis les minimes, aux juniors, aux seniors? Quels sont les liens entre justement la direction technique et les clubs? Comment est-ce que les clubs sont reliés justement donc à la FECAFOOT? Comment est-ce que les coopérations s'installent entre la FECAFOOT et l'extérieur? Quel est le style de jeu qui correspond au type de joueurs que nous avons? Il est quand même aujourd'hui curieux de constater que le Cameroun n'a pas encore une politique sportive claire, si on ne prend que du football. Chaque fois que nos équipes jouent, on a l'impression que on espère qu'un but sera marqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas imprimé un style. Les pays ont des styles.
Quand tu vois les Allemands jouer, tu vois un style. Quand tu vois les Français jouer, tu vois un style. Et ça commence depuis l'école, depuis une pensée. Nous, on a des joueurs d'une certaine caractéristique. Voici le style de jeu avec lequel on a souvent gagné. Et c'est ce style-là qu'on inculque à nos joueurs. Donc, vous voyez, on ne peut bénéficier de ces infrastructures-là que si, premièrement, on a fait des unités économiques qui produisent de l'argent elles-mêmes, si on a fait des infrastructures qui permettent à une politique sportive d'atteindre donc de meilleurs résultats. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces infrastructures. Si on ne le fait pas, c'est-à-dire si on ne fait pas une évaluation pour apprendre de nos erreurs, si on ne met pas en place une politique sportive pour profiter de l'infrastructure, et si on ne transforme pas ces infrastructures en unités de production des ressources pour rentrer sur les fonds et produire de l'emploi par effet d'entraînement, alors on ne pourra pas nous être content d'avoir eu ces stades. Ce n'est que dans le cas contraire, c'est-à-dire si on fait ce que je suis en train de débaucher là, qu'on peut justement être fier de ces infrastructures. Professeur, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Est-ce que le franc CFA est un frein au développement des pays de la zone franc, notamment celui du Cameroun? Oui, c'est bien que vous ayez pensé à cette question-là, parce que tout ce qu'on vient de dire quand même ne peut se dire sans penser à la question monétaire, parce que c'est la monnaie vraiment qui irrigue le champ économique. Et j'avais un professeur d'économie quand j'étais encore au Cameroun, le professeur Ngango, paix à son âme, qui nous disait la monnaie pour l'économie, c'est que le sang est pour le corps humain. Donc si vous n'avez pas justement donc, du sang qui va irriguer votre corps, vous ne pourrez pas rester en vie. Quand même d'entrée, et puis aussi cette question monétaire est de nouveau dans l'actualité avec ce qui se passe entre l'éco, qui a été imaginé par les pays d'Afrique de l'Ouest, et justement le phagocytage ou alors le parasitage de ce projet par Macron et son copain Ouattara. Donc de nouveau, la question du franc CFA est d'actualité. Mais d'emblée, j'aimerais dire, pour fixer les esprits, qu'une monnaie est quelque chose de fondamental. La monnaie est même plus politique qu'économique. Les gens croient souvent que c'est la dimension économique, c'est-à-dire la dimension instrumentale de la monnaie qui joue le plus. Non, la monnaie est plus politique qu'économique. Lorsque vous regardez l'histoire du monde, la monnaie a été la traduction économique du pouvoir politique. Lorsque vous voyez des anciennes pièces, c'est la figure du roi que vous voyez sur la pièce. Ça veut dire c'est moi le chef, c'est moi le prince, et j'étends sur le plan économique mon pouvoir politique. Et ça a été ça. Et dans l'histoire du monde, qu'est-ce qui s'est fait dans l'histoire du monde? Il y a eu une bagarre entre le secteur privé et le secteur public par rapport à la question monétaire. Et cette bagarre a été gagnée par le privé. Parce que dans l'histoire, ce sont les princes qui créent la monnaie, dont les États. Dans l'histoire, c'est surtout le trésor public qui crée la monnaie, parce que le trésor, c'est la personnification financière de l'État. Mais actuellement, de nos jours, qui crée la monnaie? Ce sont les banques. Et les banques sont des entreprises privées. Donc vous voyez que nous sommes dans un monde assez paradoxal. Une chose aussi importante dans nos vies que la monnaie est produite par des entreprises privées. Et elle est gérée par des banques centrales indépendantes. C'est-à-dire des banques centrales qui ne doivent pas répondre aux injonctions du champ politique. Donc nous sommes dans un monde assez particulier par rapport à la question monétaire. Il est donc important de savoir que nous sommes dans ce monde-là. Alors, première chose à savoir, c'est qu'une monnaie a un ensemble de fonctions. Lorsque vous demandez à un économiste, c'est quoi une monnaie? Il ne vous dit pas la monnaie, c'est ça. Les économistes, ils sont un peu roublards à ce niveau-là. Ils ne définissent pas la monnaie. Les économistes définissent la monnaie par ses fonctions. L'économiste dit une monnaie, c'est toute chose capable de servir de moyen de paiement, de servir de réserve de change, de servir de talon de référence et de servir d'intermédiation en des échanges. Voilà les fonctions d'une monnaie. Donc, est-ce que le franc CFA est une bonne ou une mauvaise monnaie pour notre développement? Il faut donc prendre ses fonctions. Est-ce que le franc CFA permet de remplir ses fonctions à la perfection? Vous voyez? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le franc CFA n'est pas une mauvaise monnaie parce qu'il s'appelle franc CFA, ou alors parce que c'est une monnaie coloniale. On doit juger si c'est une bonne ou une mauvaise monnaie par rapport à ses fonctions de la monnaie. Une monnaie africaine peut être une mauvaise monnaie si elle ne remplit pas à la perfection ses fonctions. Le franc CFA, dans le cas actuel, est une mauvaise monnaie parce qu'il ne remplit pas à la perfection ses fonctions. Vous voyez? Donc c'est par rapport à ça qu'il faut juger de la qualité d'une monnaie. Si on prend par exemple
la fonction des talons de référence. Le franc CFA qui était arrimé au franc français, qui est aujourd'hui arrimé à l'euro, est surévalué. Ça veut dire que comme étalon de référence, il nous permet de vivre au-dessus de nos moyens. Donc il ne permet pas à nos économies de produire ce qu'elles produisent, ce qu'elles peuvent produire réellement. Ils permettent à nos économies d'importer plus. Donc c'est un mauvais étalon de référence. Et donc de rendre nos balances commerciales déficitaires, en prenant juste une seule fonction. Ça c'est un aspect du franc CFA. Mais lorsque vous parlez d'une monnaie, il faut donc élargir. Une bonne ou une mauvaise monnaie? Est-ce que le franc CFA nous permet d'avoir une politique monétaire? Lorsqu'un pays se développe, il a deux instruments sur le plan économique. Politique monétaire, politique budgétaire. Est-ce qu'on a une politique monétaire avec le franc CFA tel qu'il existe aujourd'hui? Non. On n'a pas de politique monétaire. On a bien sûr nos instituts de monnaie, Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, qui parlent de politique monétaire. Mais lorsque les décisions doivent quand même venir de Paris par rapport à la politique de change, est-ce que vous avez une politique de change? Lorsqu'on dévalue le franc CFA, c'est Paris qui décide qu'on dévalue. Et pourquoi est-ce que Paris décide qu'on dévalue? Parce que justement, comme l'accord dit que lorsque nous sommes déficitaires, Paris peut nous faire des découvertes, Paris ne veut pas faire ces découvertes et préfère baisser la valeur de la monnaie pour ne pas supporter la charge de cet ajustement-là. Donc vous voyez que la politique monétaire, et à l'intérieur de cette politique monétaire, la politique de change n'est pas de notre initiative. Or, une dévaluation ne peut profiter au développement d'un pays que si le pays dévalue lui-même par rapport aux objectifs qu'il vise. Mais lorsque quelqu'un d'autre dévalue pour vous, voilà, vous ne visez aucun objectif, c'est lui qui décide. Il me souvient une interview d'Abdou Diouf qui disait, quelqu'un demandait à Abdou Diouf, mais pourquoi vous avez accepté la dévaluation du franc CFA? Il dit, mais on n'a pas accepté. On a résisté jusqu'au bout. Mais pourquoi est-ce que j'ai lâché? C'est quand le directeur du FMI, vous savez, le FMI est financé par les grandes puissances, quand le directeur du FMI m'appelle et me dit, si vous continuez à rejeter cette dévaluation, vous n'aurez pas l'argent des salaires pour le mois qui suit, pour le mois qui vient. Et Abdou Diouf nous dit, quand tu es à la tête d'un État, on te dit le mois prochain, les fonctionnaires sénégalais n'auront pas leur salaire parce que le FMI va dire, je vais couper. Qu'est-ce que tu fais? Donc, vous voyez la contrainte. On a accepté parce qu'on nous menaçait de nous couper les vivres. De nous couper les vivres. Donc, ça montre qu'on n'a pas de politique monétaire, on n'a pas de politique de change. Pour mettre en place une politique industrielle, il faut maîtriser son taux de change. Je vous ai parlé tantôt des secteurs qu'il faut protéger. Cela se fait via le taux de change. Via des prix. Lorsque vous êtes en concurrence avec quelqu'un d'autre, vous élevez les prix de ces produits chez vous. Ça veut dire que vous favorisez vos produits pour que ces produits soient bloqués, coûtent plus cher. Or, un pays ne fait ça que si il peut jouer sur son taux de change. Si vous voulez mettre en place une politique de financement de l'industrie locale, il faut avoir une monnaie à travers laquelle vous allez agir sur l'intermédiation financière. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne maîtrisez pas votre monnaie. Si vous voulez mettre en place une politique industrielle, comme je le dis, une politique agricole, il faut mettre en place un système fiscal qui va favoriser ce secteur-là. Si vous voulez mettre en place une fiscalité redistributive, comme je l'évoquais tantôt par rapport au panel de la ménagère, il faut être capable de savoir ce que produit déjà votre économie. Or, avec le franc CFA, les entreprises françaises ont juste ce qu'on appelle le libre transfert de leurs ressources. Ça veut dire qu'un pays comme le Cameroun ne peut pas construire une politique fiscale à partir de ce que les multinationales françaises exploitent au Cameroun, parce qu'elles peuvent rapatrier tous leurs fonds en France. Donc, ce qui sort de mon pays comme richesse, je ne peux pas taxer pour récupérer et distribuer à mon peuple. Donc, vous voyez que le franc CFA, à travers ces choses-là, est une très mauvaise monnaie pour notre développement. Vous voyez? Il est donc important que les pays africains pensent à mettre en place une monnaie qu'ils peuvent gérer. Une monnaie qu'ils peuvent gérer. Et la condition ici, c'est être sérieux dans la gestion de cette monnaie, tout simplement. C'est-à-dire, on ne va pas créer une monnaie qu'on va transformer en monnaie de singe. Parce que chaque dictateur va dire, fabriquez-moi 10 millions, fabriquez-moi 20 millions. C'est-à-dire, il faut de la discipline monétaire. J'ai envie de dire aux gens, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'une monnaie africaine qu'elle est bonne. Une monnaie est bonne parce qu'elle vérifie cet ensemble de critères que j'ai donnés, parce qu'elle nous permet de mener cet ensemble de politiques que j'ai données, et parce qu'on la gère de façon disciplinée. Je crois qu'en 2021, on est capable de gérer une monnaie. Voilà. Et ce franc CFA n'est pas seulement mauvais pour des raisons techniques. Il est aussi mauvais pour des raisons, premièrement, idéologiques.
et pour des raisons, je dirais, symboliques et de fierté. Et ça, c'est l'économiste qui vous parle, ça joue. La monnaie n'est pas que la monnaie. On demande la monnaie pour elle-même. La monnaie est un élément de souveraineté. Dans la souveraineté, il y a 3 éléments. Il y a faire soi-même ses propres lois, jouer aux gendarmes chez soi et battre sa monnaie. Donc, lorsqu'en 2021, des Africains se rendent compte que leur monnaie est toujours fabriquée en France, gérée par le Trésor public français, en termes de fierté, ça montre qu'ils ne sont pas encore indépendants. Et ça montre qu'ils sont mal à l'aise avec cette monnaie-là. Et ça joue psychologiquement dans la fierté d'un peuple. Et ce sont des choses qui jouent dans le développement. Ça, c'est extrêmement important. Donc, le franc CFA est aussi mauvaise monnaie parce que symboliquement, il montre que l'identité de ces pays-là, l'identité nègre, si vous voulez que je parle de façon claire, est toujours une identité qui est tenue en laisse. Les nègres ne peuvent toujours pas créer une monnaie et la gérer de façon sérieuse. Ça, c'est quelque chose qui montre aussi que c'est une mauvaise monnaie. Donc, il y a des critères économiques, des critères politiques, des critères symboliques qui montrent qu'aujourd'hui, cette monnaie-là doit aussi être même repensée. Parce que je vous dis qu'il y a un problème idéologique aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où la monnaie a été confisquée par la pensée qu'on appelle le monétarisme. Le monétarisme nous dit la monnaie, c'est juste un instrument. La monnaie ne compte pas. La monnaie permet juste l'échange de ce micro contre un bic. C'est un intermédiaire entre les échanges. Donc, la monnaie joue uniquement ce rôle-là. Mais moi qui ai travaillé sur des monnaies africaines anciennes et sur les monnaies camerounaises anciennes, la monnaie ne joue pas que ce rôle-là. La monnaie est un instrument de stabilisation sociale. La monnaie est un instrument qui permet à une société d'établir des rapports entre les choses. Ce n'est pas pour rien que lorsque la monnaie se fait rare, qu'est-ce que vous remarquez à travers le monde? Dès que la monnaie est rare, la violence réapparaît. Vous avez vu en Grèce, crise économique, il n'y a plus de monnaie, la violence. Wall Street, Occupy Wall Street. Donc la monnaie est un instrument de stabilisation sociale. Et la pensée sur la monnaie doit aussi avoir cela comme objectif. Pas uniquement en faire un instrument économique qui va permettre aux gens d'acheter et de vendre. Donc tout ça doit participer d'une pensée sur une monnaie africaine. Voilà ce que je peux vous dire par rapport au franc CFA. Professeur, vous êtes aussi un écrivain. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre dernier livre? Comme vous le savez, les Camerounais sont résilients et croient en l'avenir. Quel est le message que vous adressez aux Camerounais vus de la diaspora? Merci de l'opportunité que vous me donnez de vous présenter mon dernier ouvrage. Mais avant, je vais commencer par un petit message aux Camerounais concernant leur résilience. Et ça depuis la diaspora. Donc je vais m'adresser aux Camerounais à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Je me rends compte qu'il y a un jeune garçon, lui doit avoir 22, 23 ans. Il est en train de dormir devant son comment on appelle ça, sa caisse dans laquelle il vend voilà, de la cigarette, il vend des allumettes, il vend des crédits de recharge. Donc je me dirige vers lui. Il est en train de dormir. Je réveille ce garçon, je lui dis, j'aimerais avoir une puce locale, je n'en ai pas, est-ce que tu peux m'aider à... Il prend mon téléphone, je remarque d'abord qu'il a une dextérité inouïe pour ouvrir mon téléphone que je n'arrivais pas à ouvrir moi-même. Il le fait de façon extrêmement rapide. Et puis sur son comptoir, je vois un livre, Droit constitutionnel. Alors je dis, mon ami, tu es étudiant, tu es en train de lire du droit? Il me dit oui, je suis étudiant. Et je dors d'ailleurs parce que j'ai appris, j'ai travaillé toute la nuit. Et j'ai fait mon comptoir parce que, comme mes parents sont pauvres, je gagne un peu d'argent pour payer ma pension à l'université. Et là, j'ai vu un autre cas authentique de résistance. Et là, c'est quelqu'un qui a une volonté de réussite malgré les difficultés, au point de venir dormir sur son comptoir. Il me dit, oui, je suis en 3e année de licence et j'en profite aussi pour continuer à apprendre en vendant les cigarettes. Donc ça, si on veut des cas de résistance authentiques, les voilà. Ce type-là va réussir. Malgré les problèmes qu'il y a au Cameroun, problèmes politiques et économiques, ce type-là ne peut que réussir. Mais avec une volonté de vivre heureux dans les problèmes et une volonté de réussir malgré les problèmes, plusieurs y arrivent. Et comme ils sont jeunes, le pays est à eux. Ça veut dire que ce sont ces résistants-là qui vont triompher du pays et qui vont le construire. Je remarque que nous avons une diaspora extrêmement politique.
extrêmement politisée. Cela peut être un point positif parce qu'elle peut construire une conscience nationale pour les jeunes, en enseignant aux jeunes qu'il faut s'engager, il faut revendiquer, voilà. Ça peut être positif. Mais je trouve que c'est aussi négatif parce que nous avons une diaspora qui, en s'engageant politiquement, en revendiquant trop à l'État et pour l'État, est une diaspora qui espère beaucoup en l'État. Ça veut dire que pour nous, avec la culture française qui est notre héritage, nous espérons encore beaucoup de choses sur l'État. Nous espérons nous en sortir grâce à la politique. Nous espérons nous en sortir grâce à l'État. C'est une grosse limite. Les diasporas qui s'en sortent et qui réussissent à bâtir leur pays sont des diasporas qui ont investi le champ économique. Qu'est-ce que la raison développementaliste? Voilà, c'est un ouvrage qui est qui est de plein pied au sein de tout ce dont nous avons discuté aujourd'hui, les questions de développement, les questions économiques. Alors, cet ouvrage, pourquoi? Parce que, vous savez, cette chose qu'on appelle le développement est née en 1945. C'est une chose qui est née dans la haute administration américaine. Les gens ne le savent pas souvent. Le mot développement est sorti de là. Il est entré à l'université après. Donc le développement en 1945, c'est un élément de la politique étrangère américaine. Donc ce développement a donc, depuis 1945, divisé le monde en deux. D'un côté, les riches, les savants, ceux qui sont opulents, qui vivent bien. Et de l'autre côté, les pauvres, les ignorants, ceux qui sont en carence. Et la question que se pose ce livre, et notamment concernant l'Afrique et tout le Sud, c'est qu'un tel phénomène ne peut s'opérationnaliser sans une forme de raison. C'est sur ces mots que s'achève cette édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro.